te remercie. Donc, bonsoir à tous. On se retrouve donc ce soir avec Gwenaël pour une conf à la maison spécifique sur les éco-gestes dans le logement, après en avoir animé les mardis précédents un certain nombre sur d'autres thématiques, l'isolation, matériaux biosourcés, sur le solaire, le bois, et on a encore plusieurs sessions de prévues qui traiteront notamment de pompes à chaleur, qui traiteront de confort d'été. Donc, nous sommes membres du réseau Faire Info Énergie et avec les collègues de l'ALTE 69, nous co-animons l'espace Info Énergie Rhône Métropole de Lyon avec le soutien de l'ADEME de la région et bien entendu pour l'ALEC Lyon de la métropole de Lyon. Donc, les consignes, on va vous demander s'il vous plaît de couper vos micros et vos caméras pour plus de fluidité. Vous pouvez poser vos questions sur le chat, c'est l'onglet discussion ou converser en bas de la fenêtre Zoom. Et le webinaire est enregistré et sera disponible en replay, comme c'est le cas pour les précédents, et visible sur la chaîne YouTube de l'Espace Info Énergie Rhône Métropole de Lyon. De toute façon, dès que ce sera en ligne, on vous enverra un mail avec le lien pour pouvoir éventuellement revoir si vous n'avez pas eu le temps de tout noter. Je te laisse passer la suivante, s'il te plaît. Donc, on va parler ce soir on fera un peu d'une introduction sur l'eau et l'énergie. On abordera la notion d'éco-geste. On fera un focus spécifique sur le chauffage et sur le rafraîchissement, puis sur l'eau chaude sanitaire, chaude donc et froide, sur l'eau chaude et l'eau froide, sur les consommations d'électricité spécifiques. Et on vous expliquera ce que c'est que l'électricité spécifique. Et puis, on verra comment vous pouvez aller plus loin. Alors, pour repréciser, donc le service Faire Info Énergie, c'est un service d'intérêt général qui est gratuit, qui est neutre et qui est indépendant des fournisseurs d'énergie et de matériaux. Et c'est le seul réseau qui vous propose un conseil de ce type-là, gratuit, indépendant et neutre, en France, avec à la fois le volet conseil technique, le volet conseil économique, et évidemment le volet environnemental, puisqu'on est quand même là dans une logique de substituer les énergies fossiles par des énergies renouvelables et de supprimer un maximum d'énergie polluante, réduire la consommation en améliorant l'isolation et la performance énergétique des logements. Le service, donc, il est assuré pour l'instant, les conseillers, qu'ils soient de l'ALEC ou de la LTE, répondent aux questions de l'ensemble du Rhône. Vous avez juste, en fait, en tout cas, c'est le même numéro, il y a une entrée commune. Par contre, après, vous tapez 1 ou 2 selon votre territoire. Donc, nous, à l'ALEC, on est sur le Grand Lyon, la grande zone, voilà, en gris clair, ce qui nous représente 59 communes et près d'1 400 000 habitants. Les collègues officient sur les autres comme du département du Rhône, avec quelques permanences décentralisées sur certaines communes pour pouvoir justement aller le plus près possible des gens qui ont des projets. Alors, en introduction, on va parler tout d'abord des consommations d'énergie en France. En France, on sait que 43% des consommations d'énergie sont le fait des bâtiments, 32% des transports, 23% de l'industrie et 2% de l'agriculture. Et parmi les consommations du bâtiment, 2/3 concernent le secteur résidentiel, d'où l'importance qu'on s'attache à la rénovation énergétique dans les bâtiments d'habitation. Bien évidemment, il faut le faire aussi dans les bâtiments qui ont un autre usage. Le logement. Alors, la répartition des consommations d'énergie dans un logement, donc on est à peu près à 60% pour le chauffage, à peu près 20% pour l'eau chaude sanitaire, 13% pour l'électricité spécifique et 7% pour la cuisson. Il faut savoir quelque chose, on était à beaucoup plus que ça sur le chauffage quand moi j'ai commencé à démarrer à l'agence il y a une vingtaine d'années, et que petit à petit, le fait d'avoir des réglementations thermiques qui, en tout cas sur les bâtiments neufs, faisaient qu'on avait des bâtiments de plus en plus performants,
on a amélioré l'enveloppe et bilan des courses, on a diminué les consommations de chauffage. Donc, ça reste évidemment le poste principal, mais en tout cas, on a et on pourrait encore faire beaucoup mieux, notamment en isolant par l'extérieur systématiquement. On a la possibilité de vraiment améliorer les consommations sur le poste chauffage. Et dans d'autres pays, on a des bâtiments passifs dont la consommation d'eau chaude sanitaire se retrouve à être supérieure à celle de chauffage, tellement les bâtiments sont bien isolés. Tout ça fait que 52% du budget énergie d'un ménage est consacré au logement. Le reste étant notamment les véhicules. Sur l'eau, on est à peu près à 143 litres d'eau potable par Français et par jour, ce qui est quand même relativement important. On peut faire beaucoup moins. 93%, c'est pour l'hygiène corporelle, les sanitaires, le lavage et l'entretien, et 7% pour la boisson et la préparation des repas. À savoir également, donc, dans ce qui est hygiène sanitaire, donc le premier poste de consommation d'eau, c'est la douche et le bain. En deuxième interviennent donc les toilettes et ensuite tout ce qui est lavage du linge et de la vaisselle. Alors, je te laisse passer la suivante. Donc là, vous avez l'évolution des consommations des résidences principales par usage. Donc en rouge, vous avez l'électricité spécifique, c'est-à-dire tous les services qui ne sont rendus que par l'électricité. Généralement, on enlève l'eau chaude et le chauffage parce que si, bien sûr, on peut se chauffer à l'électrique, on peut aussi se chauffer au bois, au gaz, au fioul, etc., etc. En rouge-rose, on a la cuisson, puis en violet, l'eau chaude sanitaire, en bleu, le total, et en jaune, le chauffage. Donc, qu'est-ce que nous dit le graphe? C'est que de 90 à 2012, globalement, les consommations ont légèrement baissé et il y a un poste qui a fortement baissé, c'est le chauffage. C'est notamment lié à ce que je vous expliquais, des bâtiments mieux isolés parce qu'en neuf, plus performants et parce que des campagnes de rénovation énergétique qu'il va falloir poursuivre et renforcer. Et un secteur qui a explosé, c'est l'électricité spécifique. Et c'est notamment lié au fait qu'on a de plus en plus d'appareils qui sont amenés à communiquer entre eux, on a de plus en plus de veille, on a de plus en plus avec les nouvelles technologies, les nouveaux usages, comme Internet par exemple, des appareils qui consomment, des box en veille, des appareils qui restent allumés pratiquement tout le temps si on ne les met pas sur multiprise avec interrupteur. Et donc ce poste-là a continué de croître depuis plus d'une vingtaine d'années. Alors là, on va vous montrer une comparaison entre deux familles. Une famille qu'on considérerait, qu'on qualifierait de famille Gaspi, équipée avec du matériel ancien et peu performant, et à l'inverse, une famille qui serait une famille éco avec des appareils beaucoup plus performants. Donc, on s'aperçoit qu'avec des vieux appareils de classe énergétique mauvaise, forcément, sur les consommations, on se retrouve à avoir des factures importantes. Donc là, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on se retrouve en cumulé à près de 5 000 euros par an on se retrouve à près de 5 000 euros donc sur la famille équipée d'appareils peu efficaces, 1 915 euros pour la famille équipée d'appareils efficaces. Donc on voit qu'on est effectivement pas du tout sur les mêmes ratios. On va vous détailler d'ailleurs, justement, on va vous en parler, on va vous redétailler un petit peu tout ça et voir qu'est-ce qu'on entend par appareil performant. Donc, on va ensuite parler d'éco-gestes. Alors, qu'est-ce qu'un éco-geste? Donc, selon la définition, selon le Larousse, c'est une action simple et individuelle de la vie quotidienne qui répond à un souci environnemental. Donc, c'est une action qui ne nécessite pas vraiment de coûts d'investissement ni de gros travaux et qui permet donc de faire en moyenne 10% d'économie d'énergie et des économies qui peuvent représenter jusqu'à 200 euros sur les factures. Donc, quels éco-gestes on peut faire sur tout ce qui est consommation de chauffage et de rafraîchissement? Donc, on l'a vu tout à l'heure, le chauffage est le poste majoritaire donc, de consommation d'énergie dans le logement.
Pour ce faire, donc Sylvain en a parlé, pour limiter donc les déperditions, on peut bien évidemment isoler son logement. Donc ça, ce n'est pas un éco-geste parce que ça implique des coûts de travaux et de la réalisation de travaux, mais à savoir donc que la chaleur s'échappe de toutes les parois, donc que ce soit la toiture, les murs, les fenêtres, le sol et les ponts thermiques. On peut également donc contrôler la ventilation, donc l'arrivée d'air qui vient dans notre logement. Donc, il est important de bien ventiler son logement, donc déjà pour une raison sanitaire et ensuite donc pour une raison donc, du bâtiment. La première raison sanitaire est qu'aujourd'hui, on passe à peu près 90% de notre temps en intérieur et que donc énormément de choses polluent, que ce soit nos mobiliers, nos produits ménagers, nos produits cosmétiques, etc. Et donc, il est important que cet air soit renouvelé. Donc, en plus des bons gestes qui est d'aérer quotidiennement notre logement donc pendant environ 10 minutes. Il faut bien entretenir son système de ventilation mécanique contrôlé si on en a un et donc le nettoyer régulièrement avec un chiffon humide et vérifier que l'installation est toujours fonctionnelle. Donc, on peut utiliser un papier toilette ou un sopalin qu'on va venir mettre à côté de la bouche d'aspiration d'air. Si celui-ci se colle à la bouche d'aspiration d'air, c'est qu'elle est toujours en fonctionnement. Ensuite, donc, pour parler d'éco-gestes à proprement parler, donc vraiment de gestes qui vont permettre de réduire sa consommation d'énergie et on peut baisser le chauffage. Donc, en effet, baisser le chauffage d'1 degré permet en moyenne de faire 7% d'économie d'énergie. Donc, il est conseillé la nuit de chauffer donc à 16 degrés. Ça peut paraître froid, mais lorsqu'on est équipé d'une bonne couverture, il n'y a pas de problème particulier. En journée, donc on conseille à peu près 19 degrés de température de consigne. Bien évidemment, donc la nuit, fermer ses volets et ses rideaux pour limiter les déperditions. Éviter de couvrir donc ces radiateurs par des textiles ou les mettre derrière un meuble. Et si on a un thermostat, donc le régler pour éviter que l'on consomme de l'énergie lorsqu'on est absent de son logement. Pour ce qui est du rafraîchissement, donc qui va être de saison bientôt, on l'espère. Donc, il y a plusieurs éco-gestes. Donc, déjà, le premier, donc limiter les apports solaires, donc le plus possible, que ce soit par la végétation lorsque c'est possible, ou alors par des brise-soleil, des stores, des volets, etc. Donc, limiter au maximum que le soleil rentre par toutes les ouvertures. Fermer les volets, les rideaux et les fenêtres en journée. Les ouvrir uniquement la nuit lorsque la température extérieure est beaucoup plus faible. Donc, ventiler si possible donc, grâce à un ventilateur de plafond. Pour avoir un effet un peu plus rafraîchissant, on peut venir étendre un linge humide. Et bien évidemment, donc, renforcer son isolation. Donc, ça, ce n'est pas un éco-geste, mais ça permet donc de limiter la température. Donc, ça crée de l'inertie dans le logement. Et notre logement, en été, reste frais plus longtemps. Ensuite, donc, quels sont les éco-gestes sur la consommation d'eau chaude et d'eau froide? Donc, 12% de l'énergie consommée dans nos logements est consacrée à chauffer l'eau. Donc, il est possible de régler la température de son ballon d'eau chaude. Donc, on conseille entre 55 et 60 degrés. Donc, pas besoin d'aller au-delà. On peut également donc, venir calorifuger son réseau d'eau. Donc, en venant mettre ces petits éléments donc, tout au long du réseau d'eau. On peut venir donc mettre en mode hors gel lorsqu'on est absent ou couper son ballon de chaude électrique. Au niveau de l'eau, donc on peut venir venir installer des mousseurs ou réducteurs de débit sur tout ce qui est robinetterie. Donc pour ça, c'est assez simple. Il vous suffit de démonter donc la partie externe du robinet, venir enlever le joint, éventuellement le changer et installer donc un mousseur que vous pouvez trouver en grande surface de bricolage, donc à des coûts assez réduits.
Ensuite, donc pour tout ce qui est cuisine, on va conseiller un mousseur d'un débit de 6 litres par minute. Pour tout ce qui est lave-mains et salle de bain, on peut aller sur du 4 litres par minute. On peut venir premièrement préférer les douches courtes au bain. Donc une douche, à savoir qu'on est à 12 litres par minute pour une douche standard. Donc je vous laisse faire le calcul. Lorsqu'on prend une douche de 10 minutes, ça représente environ 120 litres d'eau. Donc mieux vaut prendre une douche de moins de 5 minutes et venir éventuellement installer une douchette économe, donc avec un débit de 8 litres par minute pour réduire sa consommation d'eau. Réparer les fuites et les réparer rapidement. Donc, une des fuites, ça peut être jusqu'à 120 litres d'eau gaspillée donc, par an. Pour réparer les fuites, donc, il faut bien faire attention à ces équipements. Pour ce qui est des toilettes, vous avez des trucs et astuces. Donc, vous pouvez mettre du colorant alimentaire, par exemple, dans l'eau de la chasse d'eau pour voir s'il y a de l'eau colorée qui a coulé durant la nuit. Vous pouvez donc observer au niveau de votre compteur d'eau si les chiffres ont évolué avant d'aller vous coucher pendant la nuit également. Vous pouvez soit mettre un petit bout de papier au fond de la cuvette des toilettes et s'il est modifié, ça veut dire qu'il y a une fuite. Et donc ensuite, réparer ces fuites. Il est possible également de faire des éco-gestes sur l'eau à l'extérieur, notamment en installant des systèmes de récupération d'eau pluviale. Donc, il existe 2 types de cuves, des cuves externes ou des cuves enterrées. Pour la cuve externe, c'est plus simple à installer. Vous vous raccordez à la gouttière au niveau de la toiture une cuve qui doit être opaque à la lumière du soleil pour éviter le développement de bactéries. Et vous pouvez vous servir de cette eau pour tout ce qui est usage extérieur, mais également en usage intérieur. Donc, c'est un petit peu complexe, il y a des réglementations assez strictes. Vous devez faire avoir une autorisation de la part de la mairie pour utiliser l'eau de pluie après filtrage uniquement pour les toilettes et le lavage du linge. Il est également possible d'avoir des systèmes de récupération d'eau de pluie enterrés, par des cuves, comme vous le voyez ici. C'est des travaux qui peuvent être réalisés par un professionnel RGE et vous pouvez bénéficier d'une TVA réduite à 5,5%. Le démarche doit être fait en mairie également pour la restitution du surplus d'eau au niveau du réseau d'évacuation des eaux. Que dire d'autre? Voilà, donc je pense que j'ai un petit peu tout dit sur la récupération d'eau de pluie. Ça permet de faire des économies. Donc, il y a différents types de cuves. Donc, le coût d'installation d'une cuve externe, ça peut aller de 150 à 3 000 euros. Et le coût moyen d'une installation interne, c'est autour de 5 000 euros. Voilà, sachant que, comme on l'a dit, pour ceux qui étaient déjà là hier, puisqu'on avait une animation spécifique sur les économies d'eau, il faut faire en sorte que ça ne devienne pas un réservoir à moustiques et donc faire en sorte que ça soit étanche, avoir en tout cas la possibilité, empêcher la possibilité que les moustiques viennent pondre dedans, parce que depuis 2 ans en région lyonnaise, on est maintenant en zone d'infestation du moustique tigre. Il y a des grandes campagnes qui sont menées pour lutter contre ça, et donc il faut vraiment faire gaffe à ça. Alors, on va ensuite parler de la consommation d'électricité spécifique. Donc, comme l'a évoqué Sylvain tout à l'heure, l'électricité spécifique, ça concerne tous les appareils qui peuvent être branchés à l'électricité uniquement, notamment sur tout ce qui est électroménager et autres. Alors, plusieurs choses. Donc, premièrement, éteindre l'éveil dès que possible. En effet, ça peut nous permettre de faire jusqu'à 10% d'économie sur l'électricité consommée. Donc, dans veille, on peut attendre la box qui, lorsqu'elle est allumée 24 heures sur 24, consomme presque autant qu'un réfrigérateur.
Donc, pour la box, petit truc et astuce, lorsqu'on oublie le soir d'aller l'éteindre, moi, j'ai installé chez moi donc, une prise programmable donc, que vous pouvez trouver en grande surface de bricolage. Et donc, elle a des heures d'activation, de courant. Donc, je les préprogramme sur mes heures de présence à la maison et je l'éteins la nuit. Et ça permet de faire donc, des économies d'énergie et d'éviter que la box soit allumée en continu. Ensuite, donc, venir éteindre lorsqu'on a une multiprise, par exemple, donc éteindre la veille de cette multiprise, donc bien y penser le soir. Éteindre la veille des ordinateurs, de la télévision, des appareils lecteurs DVD ou autres. On peut également donc essayer de dégivrer donc, son réfrigérateur pour éviter qu'il ne consomme trop. Bien vérifier le jointage de son réfrigérateur pour qu'il ne surconsomme pas. Bien le dimensionner également, si on ne l'utilise pas trop, si on est une seule personne ou deux, un couple à la maison, on ne va pas prendre un réfrigérateur pour 6 personnes, on va essayer d'avoir une version plus petite. Et essayer, lorsque par exemple on part en vacances pour plusieurs semaines, de le vider, réfrigérateur et congélateur, et de le débrancher. Donc ça évite qu'il soit branché 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Pendant la cuisson, on peut venir donc couvrir les casseroles. Donc, ça permet de consommer donc 4 fois moins d'électricité ou de gaz. Pour tout ce qui est lave-linge, lave-vaisselle, privilégier donc des modes éco. Le mode éco permet de faire jusqu'à 45% d'économie d'électricité. Pour ce qui est le linge, on évite d'utiliser le sèche-linge le plus possible. On essaie de faire sécher son linge à l'air libre, notamment lorsqu'on sort de l'hiver et qu'on est dans des températures. Donc voilà, en ce moment, c'est assez humide, alors c'est un peu compliqué de faire sécher son linge à l'air libre, mais quand on veut, on peut. Et bien évidemment, bien entretenir tous ces appareils. Pour l'éclairage, on le dit, on le redit, mais ce n'est jamais assez. Il faut penser à éteindre la lumière lorsqu'on quitte une pièce. Essayez de profiter au maximum de la lumière naturelle. Évitez donc le suréclairage, de mettre trop de sources d'éclairage. Préférez des abat-jours clairs qui permettent de mieux laisser passer la lumière et dépoussiérer régulièrement ces lampes et luminaires. Donc, bien évidemment, on change aussi ces ampoules pour des ampoules LED à basse consommation. Vous pouvez trouver donc gratuitement sur Internet des documents de l'ADEME, dont celui-ci, Choisir son éclairage, pour vous renseigner. On va parler donc encore une fois des éco-gestes et notamment des appareils donc, qui consomment le plus et sur lesquels il est le plus facile d'agir. Donc, on va évoquer 2 notions. Donc, la première, la consommation, donc qui s'exprime en kilowattheures par an. Donc, quelle est la différence entre consommation et puissance? Donc, tous les appareils électriques ont une puissance donc, qui s'exprime en watts ou en kilowatts et une consommation. Donc, une consommation, c'est une puissance sur un temps donné. Donc, par exemple, tout ce qui est appareil de chauffage et de production d'eau chaude consomme, donc sur une année, plus de 1000 kWh par an. Donc, ça a été une moyenne pour un foyer français. On voit que donc, tout ce qui est frigo, lave-linge, lave-vaisselle, on est autour de 200 à 500 kWh par an. Donc, c'est des choses sur lesquelles on peut agir et qui ont un vrai impact. Et ensuite, on a d'autres appareils donc, qui sont un petit peu moins consommateurs. On va faire avant d'aller plus loin, donc une petite session questions. N'hésitez pas donc à lever la main ou à prendre la parole en activant votre micro. Pour lever la main, vous avez une option dans participants. Vous cliquez sur les 3 petits points et vous avez l'option lever la main. Chez moi, c'est l'onglet réaction. Ah, il doit y avoir plusieurs versions de Zoom. Là, par exemple, j'ai levé la main. Puis après, il faut penser à la baisser. Sinon, si c'est super clair, on peut faire ça aussi. Ça aussi. Eh bien, pas de questions.
Alors, pour aller plus loin, vous pouvez emprunter gratuitement à l'Espace Info Énergie notre mallette d'outils pédagogiques de mesure, la Biwatt. Donc, la Biwatt est équipée de divers équipements qui vont vous permettre de mesurer vos consommations d'énergie ou d'eau dans votre logement. Elle est équipée d'un wattmètre, ce qui permet de mesurer la puissance, mais également la consommation donc en kilowattheure de vos appareils électroménagers. Donc, c'est ceci. Elle est équipée de thermomètres enregistreurs donc, qui vous permettent d'enregistrer la température de vos pièces donc, toute la journée ainsi que leur taux d'humidité. Elle est équipée donc d'un hygromètre qui permet de mesurer le taux d'humidité dans votre logement et de le voir en temps réel, ainsi qu'un thermomètre classique pour le voir en temps réel également. Un débitmètre qui permet de mesurer le débit de votre robinetterie, de savoir leur consommation en litres par minute, et d'un amphiro donc, qui se place entre le flexible et la douchette et qui vous permet donc de connaître le nombre de litres utilisés pour chacune de vos douches ou bains, ainsi que la consommation en kilowattheure nécessaire pour chauffer l'eau de votre douche ou de votre bain. Donc, vous pouvez l'emprunter gratuitement en prenant un rendez-vous à l'Espace Info Énergie. Généralement, donc, vous l'empruntez durant 2 semaines. Vous prenez donc les mesures de vos divers équipements et à la fin, on fait un rendez-vous de restitution. Donc, en fonction de l'analyse de vos consommations, on vous donne quelques éco-gestes à mettre en place pour réduire ces consommations. Voilà, donc l'Amphiro, pour information, hein, c'est une marque, mais en gros, on va appeler ça un compteur digital pédagogique. On n'en connaît pas d'autres, en tout cas sur le marché aujourd'hui. Et pour l'avoir testé chez moi pendant quelques temps, pour voir justement si c'était intéressant, c'est vrai que c'est un outil intéressant parce qu'il permet de se challenger. On sait exactement le nombre de litres et l'énergie consommée. Et du coup, voilà, je me suis amusé une fois à essayer de consommer le minimum d'eau pour une douche. Donc, j'ai réussi à me doucher en 6 litres. Donc là, évidemment, c'est je me mouille, je coupe, je me savonne, je me rince, je m'en vais et j'ai pas les cheveux longs. Mais en tout cas, voilà, il y a le côté challenge qui peut être assez amusant. Et puis, ça m'a permis de confirmer aussi quelque chose que je savais déjà, mais comme la douche est à l'étage, que le cumulus est au rez-de-chaussée, j'ai systématiquement 3 litres d'eau qui sont perdus le temps qu'elle chauffe. Et donc, depuis des années, j'ai un seau d'eau qui, entre la douche du matin et la douche du soir, me permet de récupérer à peu près 6 litres. Et quand on a un vice énergétique comme celui qui est derrière moi, ça peut être intéressant de récupérer de l'eau pour faire les changements d'eau d'aquarium et d'utiliser l'eau de l'aquarium pour arroser le jardin aussi. Voilà, j'utilise aussi de l'eau de pluie. Donc voilà, ce compteur, il est intéressant, il est assez aussi amusant pour les enfants. Donc ça peut être un outil que vous pouvez emprunter et qui peut vous permettre vraiment de faire le point sur vos consommations d'eau. Également pour se challenger le wattomètre. Donc, c'est un outil web que vous retrouvez donc sur l'adresse en dessous, donc https://wattomètre.org. Vous pouvez donc faire une première analyse en fait de vos consommations et avoir donc un niveau qui vous est affilié. Donc, et vous pouvez ensuite vous challenger et voir donc quelles sont les économies en énergie, en émissions de CO2, de gaz à effet de serre, équivalent et en euros que vous pouvez faire. Donc, je vous invite à aller faire un tour sur le wattomètre. On a une question de Virginie qui nous demande s'il est plus écologique de changer son vieil appareil électroménager qui fonctionne, mais qui n'est plus économique ou attendre sa fin de vie. Alors, il est nécessaire pour produire des nouveaux appareils, de dépenser de l'énergie qu'on appelle énergie grise. Donc, moi, je pense qu'il est plus judicieux d'attendre que votre appareil électroménager soit en fin de vie avant de le changer. Et ensuite, de faire appel, de choisir un appareil performant. Donc, on a une nouvelle étiquette énergie qui a été simplifiée. Donc, il faut privilégier les équipements d'une étiquette A, donc en vert. Puis voilà, quand on a un vieil appareil, on a quand même tout intérêt à l'entretenir correctement.
vous avez des produits qui permettent de décaper un peu les machines à laver, lave-vaisselle. Vous avez sur un cumulus, de temps en temps, il faut quand même aller faire le ménage. Et je l'ai fait la semaine dernière chez moi, donc j'ai vu la quantité de calcaire qu'il y avait à la fois sur la résistance et dans le fond du cumulus. Donc voilà, on a des conseils aussi d'usage qui permettent de faire en sorte que les appareils puissent consommer un petit peu moins. On remplira toujours un lave-vaisselle au maximum, une machine à laver, on ne fera pas tourner des appareils à demi-plein. Donc voilà, il y a un ensemble de choses à prendre en compte et l'entretien permet aussi de faire baisser la facture d'énergie. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, vous inscrire au défi Déclic. Donc, quel est le concept de ce défi? Vous vous inscrivez, donc les inscriptions commencent à partir de septembre-octobre et vous allez former donc une équipe avec vos voisins ou vos collègues ou des personnes qui se sont inscrites au défi. Et en 5 mois, vous devrez essayer d'avoir le plus gros pourcentage d'économie d'énergie donc par rapport à l'année précédente, uniquement en mettant en place des éco-gestes. Donc, c'est un défi assez social. Donc, vous rencontrez des gens, ça permet de s'échanger les trucs et astuces pour faire des économies d'énergie. Vous vous challengez, vous faites des économies sur votre facture et donc, normalement, vous vous amusez. Pour avoir plus d'informations, vous pourrez trouver donc le lien d'inscription d'ici l'automne, oui, enfin la rentrée, sur notre site internet, donc www.infoénergie69-grandlyon.org ou alors sur le site de l'ALEC Lyon, donc www.alec-lyon.org. Alors, les autres thématiques permettant de réduire son empreinte. Donc là, on n'est plus seulement sur l'aspect énergétique, mais sur le volet un peu écologique au sens large. On va parler d'un poste qui est relativement important puisqu'on est tous concernés. Donc là, normalement, tu dois m'envoyer la diapo suivante, s'il te plaît, pour faire une belle transition. Pardon, j'étais en train d'envoyer dans le chat les liens vers les sites internet. Je m'excuse. Donc, sur l'alimentation, effectivement, tout le monde mange, tout le monde va à un moment faire des courses et selon ce qu'on met dans son assiette, on peut avoir un impact décuplé, voire bien pire sur le climat. Ça représente quand même globalement l'alimentation 23% de l'énergie finale consommée par les Français. Et cela se découpe en 31% de transport de ces produits, 27% les émissions directes de l'agriculture, 16% l'industrie de transformation, 13% la partie distribution et restauration et 14% ce qui relève du domicile. En gros, de toute façon, dans les choses que l'on sait tous, c'est que plus on va être sur une alimentation carnée, plus on va être sur une émission émettrice de gaz à effet de serre, plus on va être sur des produits qui viennent de loin, plus on va multiplier les consommations et les émissions de gaz à effet de serre, plus on va consommer des produits hors saison, plus on va augmenter les impacts sur le climat. Donc voilà, l'alimentation est vraiment un secteur qui est important. Je ne sais pas si on a une diapo, une autre sur le sujet avec famille alimentation positive. Donc c'est un petit peu l'équivalent du défi Déclic. C'est un challenge pour justement arriver à baisser les émissions de son alimentation. Et pareil, de façon ludique, il y a beaucoup de choses à apprendre. Ça se fait en équipe aussi, et donc c'est quelque chose de relativement intéressant. Et notamment sur la partie alimentation, si on peut revenir juste sur la précédente, dans les choses qu'on peut faire aussi, c'est adhérer à une AMAP. Personnellement, ça fait plusieurs années que j'adhère donc à une association pour le maintien d'une agriculture paysanne. On signe un contrat avec un agriculteur pour l'ensemble de l'année. On peut avoir des paniers duo, des paniers famille. Certaines proposent en option des œufs, du pain, du fromage, etc. etc.
et ça nous garantit, on va dire, d'avoir des légumes bio de saison qui viennent pas de l'autre bout de la planète. Donc moi, personnellement, j'habite à Bron, la MAP produit à Saint-Priest. C'est en plus cultivé en insertion. Donc là, pour le coup, on joue vraiment sur le triptyque développement durable. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et ça oblige aussi à consommer des légumes qu'on ne consommerait pas forcément d'habitude et à bien se rendre compte qu'est-ce qui pousse à quel moment. Ça permet aussi de limiter les déchets et donc la production de déchets lorsqu'on est directement en contact avec les producteurs, donc grâce à des AMAP. Alors, la consommation d'objets. Alors, c'est vrai qu'on consomme énormément et on se retrouve globalement à avoir 2,5 tonnes d'objets accumulés chez nous. Alors ça, moi, je m'en aperçois bien depuis quelques semaines puisque je suis en train de faire le grand ménage chez moi. Et effectivement, on a, au fil des décennies, accumulé des appareils. Il faut dire que les appareils, les fabricants, pour continuer de nous en vendre, ont généré de l'obsolescence programmée sur un certain nombre d'appareils. C'est-à-dire qu'avant, une cocotte minute, ça durait à vie. Maintenant, ils font en sorte d'avoir des systèmes qui cassent pour qu'on soit obligé d'en racheter. Pareil sur plein d'appareils. Il y avait une émission d'ailleurs très intéressante d'Arte, un thème spécifique sur l'obsolescence programmée que je vous encourage à revoir en replay si vous n'avez pas eu l'occasion de la voir. Ces 2,5 tonnes d'objets accumulés, elles ont représenté en réalité 45 tonnes de matière à mobiliser pour les fabriquer. Et c'est jusqu'à un quart des émissions de gaz à effet de serre en France. Et le problème qu'on a, c'est que la plupart de ces produits sont produits à l'étranger. On a délocalisé notre industrie de produits manufacturés vers des pays à faible coût de main-d'œuvre. Il n'y a pas du tout les mêmes normes sociales et environnementales. Et du coup, on se retrouve avec une forme de dumping social et écologique. Et ce n'est pas toujours rentré dans les calculs de bilan carbone de Français, ou en tout cas quand on calcule, on va dire, les émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, si on veut vraiment connaître les émissions, il faut intégrer les émissions délocalisées, c'est-à-dire tout ce qui est produit par les pays à faible coût de main-d'œuvre et qu'on consomme, nous, au quotidien. Donc, on a aussi beaucoup de ces objets qui, en plus, sont accumulés, mais pas toujours utilisés. Pour éviter de trop consommer, on peut donc réparer les objets qui sont cassés. Donc, la nouvelle étiquette de réparabilité va sortir, donc mise en place par le gouvernement. Donc, vous allez avoir une étiquette avec sur un chiffre sur 10. Donc, plus l'étiquette est élevée, plus l'équipement est facile à réparer. Et pour tout ce qui est achat de textiles ou jouets ou autres, vous pouvez vous diriger vers des solutions de seconde main, donc la réutilisation, donc pour éviter d'acheter toujours du neuf. À savoir que, par exemple, donc on parle d'énergie, mais on peut parler aussi d'eau invisible. Donc l'eau invisible, c'est l'eau qu'il est nécessaire pour produire des équipements, de l'alimentation ou alors, par exemple, des textiles. Pour fabriquer un jean, on a besoin d'environ 11 000 litres d'eau, par exemple. Pour un t-shirt en coton, j'ai mangé le chiffre, mais c'est un chiffre assez important aussi. Donc, vous pouvez vous diriger vers des solutions seconde main qui sont plus économiques et plus écologiques. Tout à fait, cher consoeur. On terminera notamment sur la partie transport, très très rapidement, mais en France, le transport, c'est à peu près un tiers de l'énergie finale consommée, et qu'il existe notamment dans des grandes villes, des grandes métropoles comme celle de Lyon, des alternatives avec les transports en commun. On a quand même une offre de transport en commun, on va dire, qui s'améliore et qui est de bonne qualité par rapport à d'autres villes, avec des lignes qui se créent régulièrement, des métros, des tramways qui sont prolongés. Il faut savoir aussi que les employeurs ont l'obligation légale de prendre en charge la moitié de l'abonnement et qu'on a tendance, quand on est automobiliste et qu'on ne veut pas changer, à prendre en compte que la consommation d'essence de son véhicule. Après, j'entends des gens qui disent « mais les transports en commun, ça coûte cher ». En fait, aujourd'hui, l'abonnement, le prix réel du ticket est déjà très largement pris en charge par la collectivité. On ne paye pas le coût réel du trajet. Et en fait, quand on
quand on a un véhicule, il faut prendre en compte le coût global, c'est-à-dire à la fois l'investissement, à la fois les réparations, les consommations d'essence et d'autres consommables, les contrôles techniques, etc., etc., etc. Et qu'au final, pour le coût annuel d'une voiture, on pourrait se payer un paquet d'abonnements de transport en commun. Donc après, il y a de l'amélioration à faire de banlieue à banlieue, mais en tout cas, on a quand même une offre qui s'améliore. On a des parcs relais qui se créent. On a de plus en plus de sites en voie propre parce qu'un bus, pour qu'il soit utilisé, il faut qu'il puisse atteindre une vitesse commerciale suffisante. Et c'est vrai que ça s'améliore. Il peut y avoir aussi des aides notamment pour acheter un vélo électrique. Alors ça, je crois que c'est pas forcément pour tous les vélos électriques. Je ne sais plus si c'est pour les triporteurs ou pour certains modèles. Par contre, l'aide de l'État pour la réparation du vélo, je me demande si elle ne s'est pas arrêtée. Je n'ai pas entendu dire qu'elle avait été reprolongée. Elle devait s'arrêter je crois, fin mars, fin février. Je sais que je l'ai raté de très peu, puisque je voulais effectivement en profiter. Et puisqu'une partie des magasins qui réparaient se retrouvaient de fait fermés, je n'ai pas entendu passer le fait qu'elle a été reconduite. Ça reste à vérifier. Oui, c'est peut-être une erreur de ma part. J'avais entendu qu'elle a été reconduite, mais je ne savais pas que ça se terminait fin mars. Donc, je sais qu'elle avait été reconduite pour le début de l'année, mais pas sûr que ce soit le cas encore aujourd'hui. Et je crois que sur les vélos électriques, ça doit être spécifique à des comment on appelle ça, soit des triporteurs, soit des vélos de transport, là où on peut transporter les enfants, là, comme on les appelle, les vélos de charge plus lourde, quoi. Enfin, à vérifier. Et en tout cas, donc une voiture en centre-ville va en moyenne à 13-14 km/h, qui est la même vitesse que le vélo. Donc, lorsque vous êtes en centre de la métropole de Lyon, vous pouvez utiliser les vélos. Vous irez tout aussi rapidement. Ce qu'on peut dire aussi, il y a une aide, par contre, là où je suis sûr, c'est que la métropole vient de remettre en place des aides pour de l'achat de composteurs. Donc ça, c'est une aide qui existe. Et sur l'aide de la métropole, là je suis dessus. Donc pour encourager la pratique du vélo, la métropole de Lyon attribue une aide financière pour un vélo à assistance électrique, un vélo cargo ou un vélo pliant acheté jusqu'au 31 décembre 2021. Alors, voilà. J'ai eu un petit problème technique. Je suis partie au niveau du PowerPoint. Est-ce que vous voyez bien le PowerPoint à nouveau? Alors, sur les transports. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Pardon. Je vais essayer de partager le lien vers l'aide de la métropole. Hop, copier. Pour aller plus loin, donc, il y a également quelques ressources à votre disposition donc d'autres associations, telles que le guide Agir à Lyon donc de Antiela, ou alors le guide de la consommation responsable de Greener Good. Vous avez aussi d'autres défis, par exemple de mouvement de palier avec mettre à poubelle au régime, donc pour éviter de trop générer de déchets. Vous pouvez donc devenir ambassadeur auprès de votre voisinage, donc pour qu'ils essayent donc de bien trier, de mettre leur poubelle au régime également. Vous pouvez devenir ambassadeur du changement. Vous avez plus d'informations sur le site d'Antiela, donc ambassadeurduchangement.fr. Et pour plus d'informations, donc notamment si vous souhaitez emprunter la Biwatt ou autre, vous pouvez nous contacter donc à l'espace Info Énergie par téléphone au 04 37 48 25 90. Donc nous répondons du lundi au vendredi de 9h à 17h30 ou sur nos sites internet, notre Facebook. Donc, vous avez la rubrique Nous contacter de notre site internet ou sur l'adresse email contact@infoénergie69-grandlyon.org. Alors, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les poser dans le chat ou à prendre la parole avec le micro.
Et en attendant, donc, je vous rappelle que la prochaine conf à la maison aura lieu mardi prochain, même endroit, même heure, sur le sujet des pompes à chaleur, et que la semaine suivante, ça sera sur le confort d'été. Et puis, vous avez toujours la possibilité de visionner sur la chaîne YouTube de l'Espace Info Énergie Rhône Métropole de Lyon, toutes celles qu'on a fait depuis un an. Il y en a sur les aides financières, il y en a sur plein de sujets, tout ce qui va vous permettre, on va dire, de rénover votre logement et d'économiser de l'énergie, de l'eau, d'utiliser au maximum les énergies renouvelables. Donc, ce n'est pas les informations qui manquent, et vous trouverez d'autres vidéos aussi sur notre chaîne YouTube. S'il n'y a pas de questions complémentaires, eh bien, nous allons prendre congé. Merci à tous d'avoir participé. Très bonne soirée à tous et on vous dit à très bientôt. Bonne fin de soirée. Au revoir. Au revoir.